s'embarquait à l'aéroport de Marignane, déjà. On dépassait la baie de Naples et après maintes autres escales, on survolait en Inde Bénarès, cité sainte de l'hindouisme, puis Karachi, la plus grande ville du futur Pakistan, Jodhpur au Rajasthan, Allahabad sur le Gange. Enfin, c'était Saïgon. Saïgon est une ville moderne de plus de 100 000 habitants qui est française depuis 1859. Les courriers maritimes mettent ordinairement 21 jours pour s'y rendre. L'avion en a mis 7 exactement, établissant d'une manière pratique la liaison aérienne avec la métropole. Saïgon, l'un des plus grands ports du monde, ville exubérante, stupéfiante de vitalité, c'était la porte de cette Indochine dont les images, plus que d'autres, expriment la nostalgie d'une époque disparue. Une gare, un théâtre, une université, tout cela était dans le style de notre France, si lointaine. La cathédrale d'Hanovre ressemblait à une église de Picardie ou des Charentes. Le pont d'Oumer était marqué dans notre signature. Mais il y avait aussi ces images traditionnelles qui me font rêver aujourd'hui comme lorsque j'étais enfant. La pêche, la culture du riz, et puis, bien sûr, le caoutchouc. Et enfin, les hôpitaux, le fameux Institut Pasteur. Bien sûr, dès 1930, des troubles importants avaient éclaté. Mais on n'en parlait pas. D'ailleurs, tout était rentré dans l'ordre. Déjà, la variole est stoppée dans toute l'Indochine. Déjà aussi, on a recueilli sur place des produits spécifiques qui fournissent à des dispensaires anti-lépreux une arme efficace contre le terrible mal. La bonne drogue, minutieusement contrôlée par le corps médical français, après des manipulations diverses, toutes confiées à des indigènes, enfin prête au départ, la bonne drogue ira jusqu'à la brousse la plus excentrique, vaincre la mort et porter témoignage du génie pacifique de la France, de son souci d'humanité. Sans cesse, le cinéma de l'avant-guerre nous rappelait la merveille des merveilles, les temples d'Angkor, ceux-là même qui avaient conquis en France leurs lettres de noblesse depuis l'exposition coloniale. Et l'on revenait à ces moïs et à leurs danseuses qui nous enthousiasmaient toujours, peut-être parce qu'avec ceux des Africaines, c'étaient les seuls saints que nos parents nous laissaient voir. Voici les danseuses, presque toutes gracieuses, potelées, aux gestes menus. Pour les moïs, ces oreilles coquettes sont les plus belles du monde. Oui, il faut boire, danser le plus longtemps possible, pour que les génies soient satisfaits et éloignent du village les esprits porteurs de maladies, et pour que les récoltes soient abondantes dans les pays fraîchement tracés dans la forêt épaisse. Nous savions bien que l'Empire n'aurait pas existé sans notre marine. Nos maîtres nous avaient appris que c'était grâce à l'amiral Rigaud de Genouilly que le débarquement de Da Nang avait conduit à la prise de Saïgon en 1859, puis à la conquête du delta du Mékong.
quand on nous montrait les images de notre flotte, nous savions que les pouvoirs publics, au premier rang desquels le ministre Georges Lègue, les amiraux Duranviel et Darlan, avaient, sans dévier de leur but, œuvré pour la réussite de la même ambition, redonner à la France une primauté maritime qu'elle avait perdue au cours des âges. Sans cesse, entre les deux guerres, on avait mis en chantier de nouvelles unités qui, en 1939, faisaient l'admiration du monde et suscitaient la jalousie des Anglais, nos éternels rivaux sur mer. Même les enfants le savaient. Un dimanche, mon père m'a emmené visiter le Dunkerque. C'était avec les cuirassés Richelieu, Chambord et Strasbourg, l'un des 4 chefs de file de ce qui était devenu une arme de bataille superbe. Je n'ai jamais oublié le Dunkerque. Je n'ai jamais oublié la flotte de mon enfance. C'était pour nous une autre raison d'être fiers. Qui aurait pu prévoir Mercel-Québille et Toulon? La flotte de 1830 avait assuré le débarquement en Algérie. Maintenant, la flotte de Méditerranée en garantissait la sécurité.